Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à partir en voyage. Mais pas n'importe quel voyage. Un voyage fantastique, au bord de la Belle Bleue, en Provence et à Marseille, au temps fabuleux des dinosaures. Vous êtes prêts? Alors, suivez-moi. En septembre 1831, un riche négociant natif des Alpes-Maritimes, Maximin Consolat, qui s'était installé à Marseille et jouissait d'une très grande popularité, est nommé maire de la ville par le roi Louis-Philippe. Sous son administration, durant laquelle on assistera à une augmentation rapide de la population qui dépassera les 150 000 habitants en 1840, furent décidés de grands travaux et la cité phocéenne allait radicalement changer et s'agrandir vers le nord et vers l'est autour de nouvelles usines. Marseille, sous la monarchie de Juillet, allait aussi entreprendre un certain nombre de grands travaux pour faciliter les déplacements, notamment avec un nouveau mode de locomotion promis à un brillant avenir, le chemin de fer. Parmi ces travaux considérables, le percement d'un tunnel dans la chaîne de la Nerte, qui avait été confié à Gustave Desplaces, ingénieur des ponts et chaussées. La chaîne de la Nerte, ou chaîne de l'Estaque, semblait érigée par la nature depuis le commencement des temps pour barrer la route au Mistral. Elle sépare le golfe de Marseille de l'étang de Berre. Elle est impressionnante, mais pourtant ne dépasse pas 280 mètres. C'est pourquoi le terme de montagne, couramment utilisé autrefois, a été remplacé de nos jours par celui plus exact de colline. Et c'est dans ces collines, au-dessus de l'Estaque, immortalisée par Cézanne et Renoir, que niche le vieux hameau de la Nerte et sa chapelle Notre-Dame de la Galine, une des plus anciennes paroisses du terroir marseillais, consacrée en 1042 par Ponce II, évêque de Marseille, et ultime témoin d'un village qui fut autrefois très actif. Il n'est alors accessible que par une seule route qui part allègrement de la plage de l'Estaque, distante de 5 kilomètres. Tous les Marseillais, tous les vrais Marseillais, connaissent Notre-Dame de la Galine, qui fut un lieu de pèlerinage très prisé de nos compatriotes. Le rayonnement de la dévotion populaire dépassa d'ailleurs le cadre local à partir du XIXe siècle, et le pèlerinage traditionnel du 8 septembre se développa considérablement au point d'attirer des pèlerins venus même de Naples. On comptera entre les deux guerres jusqu'à 3000 personnes. L'objet de l'antique vénération de toute une région, le but même, en fait, de ce pèlerinage, était une humble statue en bois massif, datant sans doute du XIVe siècle, représentant la Sainte Vierge, assise vraisemblablement sur un tabouret, et retenant de sa main gauche l'enfant Jésus, qui tient serré contre lui une petite poule blanche. La poule évoquant depuis toujours une idée de protection, et la poule blanche, dans la mystique du Moyen-Âge, l'âme sauvée, donc le salut. La Galine, la petite poule blanche de la Nerte, fit longtemps l'objet de la grande ferveur des paroissiens de la Nerte, mais aussi de la cité phocéenne, presque à l'égal de la Vierge elle-même. Sa popularité et sa notoriété atteignirent des sommets lors de la peste de 1720 et dans les années qui suivirent, bien que le rayonnement de cette dévotion resta très local jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais pourtant, la petite poule faillit bien être détrônée en 1845 par un autre animal, beaucoup plus inquiétant et mystérieux, un animal fascinant qui fit connaître la Nerte dans le monde entier et ouvrit un chapitre inédit et fabuleux de l'histoire de notre planète.
Durant les travaux de la Nert, des ouvriers découvrirent un jour des ossements mystérieux, de plus en plus nombreux à mesure que le creusement avançait. Intrigué, Gustave Desplaces, qui dirigeait les travaux, les regroupa soigneusement. Il rencontra, peu de temps après, Philippe Materon, qui était depuis 1836 agent voyer en chef du département. À l'occasion du percement du tunnel, Philippe Materon était chargé de dresser la coupe géologique de la région. Desplaces lui remet les singuliers ossements qui suscitent aussitôt l'intérêt du géologue. Materon étudia longuement ces restes et il parvint, en 1869, à décrire de façon très précise l'étrange animal de la Nert. Il s'agissait d'un dinosaure herbivore qui atteignait environ 3 mètres de longueur, datant du milieu du Crétacé, entre 100 et 120 millions d'années, et fut baptisé Rhabdodon priscus. Il était assez légèrement bâti et devait adopter fréquemment une posture bipède pour se déplacer. Ses dents, en forme d'éventail, cannelées, lui permettaient de trancher une nourriture végétale, essentiellement des feuilles d'arbustes et de buissons. L'herbe, au sens où nous l'entendons généralement de nos jours, c'est-à-dire les graminées, n'existait pas encore à son époque. Il vivait sans doute en groupe, en Provence, en Espagne, en Autriche et en Transylvanie, où l'on retrouva également plus tard des restes de Rhabdodon. Il fut probablement le produit d'une évolution locale sur les îles qui composaient le Crétacé supérieur, l'archipel européen. La découverte du Rhabdodon attira l'attention du monde entier sur la Nert et sur la région marseillaise, tout au moins celle du monde scientifique. Les Marseillais apprirent la présence de cet animal mystérieux que par le traditionnel bouche à oreille. La médiatisation des découvertes scientifiques n'était pas encore entrée dans nos mœurs comme aujourd'hui, et Monsieur Tout-le-Monde se contentait d'exégèse. On parla pourtant beaucoup à partir de 1870 jusqu'à la fin du siècle de l'étrange créature de la Nert qui devint bientôt une célébrité. Peu de gens connaissaient alors le terme récent de dinosaure, et l'on évoquait tout simplement la bête, qui venait en quelques années de faire connaître au monde ce petit coin bucolique de Provence. Et l'on devait tout cela à Philippe Materon. Clin d'œil sans doute de la divine providence à celui qui, durant toute sa vie, aima tant fouiller dans la terre et examiner les pierres, la nature l'avait taillé dans la pierre comme à coups de huchette. Il avait, sur des épaules d'empereur romain de la bonne époque, une physionomie altière, mais la mobilité de ses traits, sans atténuer leur noblesse, l'humanisait, rendait son interlocuteur réceptif, invitait au dialogue et, dans une certaine mesure, conduisait à la fraternisation. Il aimait les contacts humains, adorait plaire, bien que fort modeste, et d'emblée plaisait, intéressé, passionné. À ce désir d'émouvoir et de retenir l'attention, il sacrifiait souvent son regard volontaire, impérieux. Il rassurait aussi, voilant des yeux étincelants en faisant cligner ses paupières, qui jamais ne tombaient de lassitude, et lissant ses moustaches qui flottaient allègrement sur un sourire doux et bienveillant. Il dormait peu, travaillait beaucoup, était curieux de tout. Il possédait par ailleurs une ténacité inexpugnable et ce soupçon de rouerie du paysan provençal. Enfin, il aimait passionnément sa ville natale et la Provence. Pierre-Émile Philippe Materon était né le 28 octobre 1807 à Marseille, aux 60 rue Saint-Féréol. Son père était géomètre arpenteur.
Dès l'âge de 18 ans, il participa à son côté aux expertises et aux explorations souterraines et commença à se passionner pour les pierres qui détiennent les secrets de l'histoire de notre planète. Il va, au fil des années, constituer une collection quasi unique en son genre de fossiles de Provence. En 1836, à 29 ans, fonctionnaire, il est nommé agent envoyé en chef du département. Il commence alors à dresser, comme on l'a vu, la coupe géologique de la région lors du percement du tunnel de la Nerte. Il établira ensuite la carte topographique des Bouches du Rhône au 75 millième. On doit également à Philippe Materon l'atlas paléontologique du Midi qui fait encore référence. Après le rhabdodone de la Nerte, il décrivit, à partir de quelques vertèbres et débris d'os des membres, un gigantesque reptile qu'il croyait proche des crocodiles, sous le nom d'Hypselosaurus priscus. Des études ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'un titanosaure, et le nom proposé par Materon a été largement utilisé pour désigner les ossements appartenant à ce groupe de dinosaures trouvés en Provence et ailleurs dans le sud de la France. On a même très fréquemment attribué à l'Hypselosaurus les gros œufs de dinosaures de la région. Il faut préciser que les plus anciens dinosaures de Provence nous sont connus non pas par leurs ossements, mais par leurs empreintes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les traces de pas laissées par les dinosaures dans un sédiment meuble, comme du sable humide ou de la vase, ultérieurement consolidés en roche, sont extrêmement nombreux, non seulement en Provence, mais dans le monde entier. Par ailleurs, en ce qui concerne les œufs fossilisés des dinosaures, car les dinosaures, faut-il le rappeler, pondaient des œufs, à l'instar de tous les reptiles, la Provence en regorge. Dans les années 1850, l'abbé Pouèche avait récolté lors de ses promenades champêtres avec les élèves de son école plusieurs fragments de coquilles d'œufs de dinosaures. Mais c'est Philippe Materon qui le premier les étudia et les décrivit, sans être persuadé au début d'être vraiment en présence de dinosaures, puisqu'il parla de grands segments de sphères ou d'ellipsoïdes très énigmatiques. Sa première conclusion, remarquable de prudence et en forme d'interrogation, fut celle-ci. Les deux fragments dont il s'agit représentent-ils les vestiges de deux œufs d'un oiseau gigantesque, ou bien sont-ils les restes de deux œufs d'Hypsélosaure? Telle est la question qui reste à résoudre. Bientôt, Materon ajoutera aux fragments de l'abbé Pouèche ses propres coquilles retrouvées autour de la montagne Sainte-Victoire. Mais s'il pensait qu'elles appartenaient bien à des œufs de dinosaures, il ne voulait pas se risquer à l'affirmer de façon péremptoire. Ce ne sera en fait que bien plus tard, en 1922, qu'une expédition américaine dans le désert de Gobi, conduite par l'American Museum of Natural History, découvrit une grande quantité d'œufs et que le Musée royal des sciences naturelles de Belgique, les comparant avec les fragments et les coquilles de Materon, affirmèrent que les œufs étudiés comme ceux découverts par le paléontologue marseillais étaient bien des œufs de dinosaures. De nombreuses trouvailles de ponte en Provence en 1930 et surtout en 1956 inciteront les conservateurs du musée d'Aix à entreprendre des recherches systématiques et les progrès de la taxonomie, la science des lois de la classification, permirent de mieux connaître les dinosaures et leur étonnante histoire à travers les coquilles découvertes, mais aussi les ossements.
Au commencement de cette fabuleuse histoire, il y eut l'iguanodon. En 1824, au Collège royal de chirurgie à Londres, le docteur Gédéon Mantel, un simple médecin de campagne anglais, présentait ce jour-là à William Clift, conservateur du muséum, des dents fossiles qu'il avait trouvées quelques jours plus tôt, alors qu'il se promenait avec son épouse dans la belle campagne anglaise, dans la province du Sussex. Les deux hommes comparaient minutieusement les dents avec celles d'autres bêtes, dans l'espoir de découvrir une ressemblance. Vers la fin de l'après-midi, ils avaient parcouru en vain l'ensemble des collections. Terriblement déçu, Mantel rajusta sa cravate et remit sa veste. Il allait prendre congé quand Clift lui demanda s'il avait déjà vu l'iguane. L'iguane? Répéta Mantel. Qu'est-ce que c'est? Un gros lézard sud-américain, répondit Clift. C'est une bête fort bizarre dont l'existence vient seulement d'être connue. Nous en avons fait une reproduction. Venez dans cette salle. Mantel considéra distraitement le modèle grandeur nature, puis soudain il se pencha en poussant une exclamation. Eureka! Les dents brillant dans la gueule de l'iguane étaient pratiquement les répliques de celles qu'il tenait dans la main. Il rentra aussitôt chez lui et prépara immédiatement une communication sur cette troublante découverte, et le 18 février 1825, répondant à une invitation de la Société royale de géologie, il exposa que les dents provenaient non d'un mammifère, comme l'avait affirmé Cuvier, mais d'une espèce jusqu'alors inconnue de lézard qui avait dû vivre en Angleterre plus de 120 millions d'années avant l'ère historique et dont la taille dépassait 10 mètres. Sur une suggestion du géologue William Conybeare, il donne à la bête le nom d'iguanodon, afin de rappeler sa parenté avec l'iguane qu'il avait mis sur la bonne voie. Quelque temps plus tard, c'est encore au docteur Mantel que nous devons la première description détaillée du paysage qui fut l'habitat de l'iguanodon, qui, comme le démontrait sa dentition, était herbivore et broutait paisiblement sur les berges du vaste delta couvrant aux cétacés l'emplacement de l'actuelle lande du Sussex. C'était alors une région au relief complexe, écrivit le docteur Mantel, qui comportait une multitude de collines et de vallons, arrosés d'innombrables ruisseaux et torrents, tributaires d'un fleuve puissant. Ces bosquets et forêts étaient formés de fougères, plus modestement de graminées. Dans les marécages prédominaient les équissétacés, cryptogrammes vasculaires. La contrée était peuplée d'énormes sauriens, dont les plus formidables étaient l'iguanodon et le mégalosaure. Crocodiles et tortues, reptiles volants et oiseaux primitifs fréquentaient les marais et les rivières, déposant leurs œufs sur les berges et sur les bancs de sable. Les eaux fourmillaient de lézards, de poissons et de mollusques. En 1841, quand le naturaliste anglais Richard Owen inventa pour ces bêtes gigantesques le nom collectif de dinosaures ou reptiles terrifiants, la réputation de l'iguanodon comme chef de file du groupe était déjà solidement établie. De nos jours, le dinosaure est un animal, je dirais presque familier, même pour le profane. Depuis plus d'un siècle, les Londoniens peuvent admirer des statues en grandeur nature qui ornent les jardins du Crystal Palace. Des livres tels que Le Monde perdu de Conan Doyle ou King Kong d'Edgar Wallace ont fait du dinosaure un personnage classique du roman d'aventure. Le monstre a envahi le music-hall, la radio, le cinéma.
Les reptiles, groupés sous la désignation générale de dinosaures, furent des animaux les plus puissants et les plus répandus du Mésozoïque, période qui s'étendait de 195 à 70 millions d'années avant l'ère historique. Leur taille allait de celle d'un jeune kangourou aux formes gigantesques des espèces semi-aquatiques, longues de 25 à 30 mètres et pesant plus de 40 tonnes. Comme le remarquait très justement Richard Carrington, auteur de la grande encyclopédie de la nature, la recherche paléontologique prit souvent à ses débuts une allure de roman d'aventure. Ainsi, par exemple, il faudrait des volumes pour relater les stratagèmes puérils auxquels recouraient deux authentiques savants. Il s'agit du professeur Cope de Philadelphie et du professeur Marsh de Halle, dont le seul but de se discréditer mutuellement et d'établir, chacun à son profit, une priorité dépourvue de toute valeur réelle. En fin de compte, leur déplorable rivalité eut des conséquences heureuses. En l'espace de quelques années, la science put ainsi présenter au monde l'image fascinante de l'époque lointaine où des reptiles fabuleux régnaient sur le globe. Ils régnaient sur toute la surface du globe, et bien évidemment aussi en Provence, comme le démontra Philippe Materon, le tout premier. On connaît actuellement plus de 600 espèces de dinosauriens, dont une demi-douzaine ont fini leur jour en Provence. Les restes de certains ont pu être exhumés, d'autres nous ont laissé leurs œufs. Et on peut donc dire, à juste titre, et se réjouir, nous aussi, nous avons nos dinosaures. Alors faisons mieux connaissance, si vous voulez bien, avec quelques-uns de ces dinosaures provençaux. Le rhabdodon, dont nous avons déjà parlé, fut le premier dinosaure découvert en Provence. L'Hypsélosaurus et le Titanosaurus, herbivores quadrupèdes, étaient dotés d'un long cou et d'une longue queue. Ils mesuraient de 10 à 15 mètres et devaient peser une trentaine de tonnes. Ses cousins provençaux du célèbre Diplodocus vécurent il y a 65 millions d'années, 650 000 siècles. À titre de comparaison, le premier Homo sapiens n'est vieux que de 300 siècles. Le Megalosaurus, carnivore bipède, ressemblait comme un frère au sanguinaire tyrannosaure, immortalisé par le film Jurassic Park. Le Structurus, puissant quadrupède, se caractérisait par sa cuirasse, véritable cotte de maille qui devait avoir une fonction protectrice, lui permettant de résister probablement aux assauts des dinosaures carnivores. Il fait partie de la famille des ankylosaures. L'hadrosaure, ou dinosaure à bec de canard, était pourvu d'un appareil mastificateur très efficace, composé de batteries dentaires formées de très nombreuses dents lui permettant de broyer une nourriture assez coriace. Tous ces dinosaures provençaux vivaient au Crétacé il y a environ 65 millions d'années. Il faut ajouter, pour être complet, le Compsognathus, le plus petit de tous, 60 cm, qui fut découvert en 1972 à Canjuère, dans le Haut-Var. Cette sorte de gros lézard est le seul dinosaure provençal daté du Jurassique, il y a 140 millions d'années. Discret, modeste, il ne marque pas moins une étape décisive de l'évolution. À un détail près, les plumes. Le Compsognathus est le jumeau du premier oiseau, l'Archéoptéryx, arrière-grand-père de nos volailles actuelles. Avant l'arrivée des Grecs et la fondation de Massalia, dont le nom est formé du mot grec qui signifie lié, joint à celui de pêcheur,
les bords du Lacidon étaient déjà peuplés et animés. Le commerce était actif entre les populations de la région de Marseille et le reste de la Gaule. Des produits grecs, phéniciens et étrusques circulaient déjà. Sans quitter nos rivages méditerranéens, essayons de remonter le temps jusqu'aux origines de l'humanité. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, les paysans commencent à entourer leur village de fortifications. Au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, nous sommes en pleine période glaciaire. Alors que la mer est à moins de 120 mètres de son niveau actuel, des Solutréens, chasseurs de phoques, redécouvrent la grotte Cosquer, au cap Morgiou, qui avait été habitée et décorée 80 siècles plus tôt. Ils en font un sanctuaire orné de peintures et de gravures représentant des animaux. Au 56e siècle avant Jésus-Christ, venus du Proche-Orient par bateau, avec armes, bagages, animaux, femmes et enfants, les premiers néolithiques s'installent sur l'île de Riou. Ils montent aussitôt un enclos pour y installer d'étranges animaux d'une docilité incroyable qu'ils appellent bœuf, porc, mouton, chèvre. 500 siècles, 50 000 ans avant Jésus-Christ, les Néandertaliens du Luberon chassent le cheval, dont ils consomment la viande cuite dans leur foyer. Près de Marseille, ils s'installent dans les grottes de la Bouilladisse. 6000 siècles, 600 000 ans avant Jésus-Christ, on chasse alors le loup et l'ours en Provence. Et celui que l'on appellera l'homme de Saint-Estève-Janson utilisait le feu couramment. Et il n'aurait pas moins de 2000 siècles, 200 000 ans d'avance sur ses congénères du monde entier. Aurait-il également inventé la galéjade? L'homme, enfin, l'Homo sapiens, apparaît sur Terre il y a plus de 2 millions d'années. Si l'on continue à remonter le temps, en avalant les années par millions, on finit par rencontrer enfin les dinosaures provençaux. Et avec ce que l'on sait d'eux, on peut imaginer, dans l'actuel quartier de la Plaine à Marseille, un grand titanosaure, au cou très long et aux dents en forme de peigne, se délectant des feuillages tendres d'un conifère. À l'emplacement du Théâtre national du Merlan, un rhabdodon, aux dents broyeuses, s'attaquait aux feuilles coriaces d'un buisson. Au cœur du quartier du Panier, un Tarascosaurus saluvicus dévorant avec délectation le cadavre d'un jeune titanosaure. Marseille, au temps des dinosaures, c'est un monde fantastique qui nous est connu par des empreintes de pas, puis par des œufs et des ossements. Le nombre et la variété des types de dinosaures découverts, et que l'on continue à découvrir dans la région de Marseille et dans l'ensemble de la Provence, explique la place de choix occupée dans ce domaine par notre région, parmi les nombreuses régions de France, riches en empreintes et en fossiles de nos lointains prédécesseurs. On peut légitimement se poser la question de savoir à quoi pouvait ressembler Marseille lorsque les dinosaures y régnaient en maître absolu sur Terre, dans les airs et dans les mers, et notamment à la fin du Crétacé. Marseille, ou plutôt l'emplacement sur lequel se trouve Marseille de nos jours. Sans doute, peut-on répondre, un gigantesque marécage dans lequel nos bons dinosaures pondaient paisiblement. Parfois, cependant, les crues piégeaient leurs œufs avant l'éclosion, ce qui nous permet de les retrouver fossilisés de nos jours. D'autres dinosaures nous ont laissé leurs os, le plus célèbre étant sans doute le sympathique petit Compsognathus.
À Marseille, la chaleur était alors moite, proche de celle d'un climat tropical et par conséquent favorable au développement d'une végétation luxuriante. On ne peut pourtant pas oser une quelconque comparaison avec celle que nous connaissons actuellement dans les pays chauds. En effet, les plantes à fleurs qui aujourd'hui constituent 99% des végétaux supérieurs ne dominaient pas encore le paysage. L'essentiel de la végétation terrestre était alors composé de végétaux cryptogrammes, mousses et fougères, et de gymnospermes, conifères, ginkgo et cycas. À la fin du Crétacé, l'apparition de ces eaux, marquée par des périodes fraîches et sèches, va entraîner une évolution du paysage et Marseille va peu à peu ressembler aux savanes actuelles de la Floride ou de Cuba. On imagine fort bien, le long de notre canebière, des pins et des arbres feuillus. Dans les cours d'eau nombreux, ancêtres de notre Yvonne, on rencontre des palmiers à feuilles pennées, des lotus et des plantes flottantes de la famille des arum. Les conifères étaient nombreux, comme le fameux séquoia, que l'on trouve aujourd'hui en Amérique du Nord, en Chine et au Japon. Il n'est nullement saugrenu d'imaginer la présence de séquoias géants à l'emplacement actuel de l'église des Réformés. Les évolutions de la végétation avaient incontestablement des conséquences sur le développement de certains dinosaures. Ainsi, l'explosion des hadrosaures, ou dinosaures à bec de canard, à la fin du Crétacé, s'explique par le changement important des paysages et notamment le développement d'une flore herbacée. À cette même époque, on remarque l'apparition des myricas, qui sont parmi les premières plantes à fleurs et qui subsistent aujourd'hui le long de la côte atlantique et aux Canaries. Les dinosaures de Provence sont parmi les derniers qui aient vécu sur le globe, peu de temps avant la grande phase d'extinction qui dévasta irrémédiablement le monde vivant à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Au sujet de la fin des dinosaures, sur lesquels les hypothèses sont nombreuses, mais sans qu'aucune ne fasse l'unanimité parmi les spécialistes quant aux causes et aux mécanismes de cette disparition. On peut retenir la collision avec la Terre d'une énorme astéroïde, il y a 65 millions d'années, comme semblent le prouver les indices d'un apport considérable de matière d'origine interstellaire à la surface du globe. Il est évident que les conséquences d'un tel impact sur l'environnement, s'il se produisit, durent être désastreuses, avec notamment l'introduction dans l'atmosphère d'une quantité de poussière propre à empêcher les rayons de soleil de parvenir à la surface de la Terre. Au cours de cette nuit artificielle qui dut se prolonger pendant des mois, la végétation, privée de lumière, ne put que dépérir, et inexorablement, les grands dinosaures, victimes de la rupture des chaînes alimentaires auxquelles ils appartenaient, allaient peu à peu disparaître, les uns après les autres, alors que d'autres animaux, comme les vertébrés d'eau douce, tels que les poissons, tortues et crocodiles, ainsi que des petits mammifères, aux besoins alimentaires différents, purent survivre à la catastrophe. Selon une autre hypothèse, récente mais plus controversée, la disparition des dinosaures ne serait pas due à une météorite, mais à un excès de mâles qui seraient nés beaucoup plus nombreux que les femelles du fait des changements climatiques, ce qui aurait abouti finalement à l'extinction de l'espèce. Ainsi, cette disparition, quelle que soit l'hypothèse envisagée, allait ouvrir la voie au développement du monde vivant moderne et notamment à l'expansion des mammifères dont nous sommes issus.
Si les dinosaures de Provence sont parmi les derniers qui aient vécu sur le globe, il est curieux de constater que le Moyen-Âge est prodigue en récits, contes et légendes, dans lesquels des dragons redoutables terrorisent nos campagnes et sont finalement vaincus par de preux chevaliers. Ces dragons ressemblent à s'y méprendre à nos dinosaures, ce qui a de quoi intriguer, vous en conviendrez. Alors, pourquoi ne pas envisager la possibilité de la survie après leur anéantissement de quelques dinosaures rescapés? Certains auteurs soutiennent qu'en Provence, des dinosaures ont survécu à la fin du Crétacé. De là à penser qu'ils auraient pu se reproduire jusqu'à une époque récente. Hypothèse séduisante, certes, mais étayée par aucune preuve et considérée comme loufoque par l'ensemble de la communauté scientifique. Je voudrais toutefois signaler que, dans ce domaine, l'hypothèse invraisemblable d'hier peut devenir parfaitement crédible demain. C'est ainsi, par exemple, qu'à la stupeur générale de toute la communauté scientifique, l'ornithologue sud-africaine Marjorie Courtenay-Latimer annonça en 1938 la découverte d'une espèce réputée éteinte depuis la fin du Crétacé et qui était alors connue uniquement à l'état de fossile. C'est un pêcheur qui l'avait remonté dans ses filets dans l'océan Indien. L'ichtyologue américain Louis Agassiz l'avait mentionné la première fois en 1830 dans son étude Recherche sur les poissons fossiles. Il s'agit du coélacanthe. Le coélacanthe, un étonnant poisson à l'aspect préhistorique, à nageoires charnues, c'est-à-dire contenant des muscles, nageoires constituées autour d'un axe comprenant plusieurs os organisés de manière similaire à ceux de nos membres. Après étude de celle-ci, la conclusion des scientifiques fut unanime, il s'agissait bien de l'ancêtre de la patte. Il fallut attendre 14 ans pour qu'un nouveau spécimen de coélacanthe soit découvert. Depuis, on a appris à mieux le connaître. On l'a plusieurs fois filmé, et même très récemment en train de se reproduire. En septembre 2015, une équipe scientifique franco-brésilienne a mis en évidence la présence d'un poumon caché, non fonctionnel, démontrant que l'espèce continue d'évoluer. Alors peut-être, pourquoi pas, le mythique monstre du Loch Ness sortira des eaux glauques de son lac écossais pour prouver au monde son existence, tout comme celui du lac Labinikir en Russie, auquel je m'étais intéressé particulièrement il y a quelques décennies. Quoi qu'il en soit, il n'est pas interdit de rêver. Et pour en revenir à notre Provence, d'observer de plus près, à travers les récits et l'imagerie qui nous sont parvenus, ces créatures effrayantes faisant partie intégrante des mythes et des légendes de la Provence mystérieuse. À Marseille, l'une d'elles nous conduit au sein d'un des plus vénérables édifices de notre cité, l'abbaye de Saint-Victor. On sait peu de choses sur Saint-Victor, sinon qu'il appartint, probablement, à la noblesse romaine de Marseille. Les Romains n'avaient pas tardé à coloniser la vieille cité grecque de Massalia, qu'il se fit chrétien et qu'il jouissait chez le petit peuple d'une vénération assez extraordinaire, à cause sans doute de son humanité et de son assurance lorsqu'il parlait haut et fort de sa foi et de son sauveur. Son courage et son abnégation avaient également ébloui les Marseillais. Les avait-il débarrassés d'une bête redoutable qui les menaçait? En tout cas, Victor sera représenté par la suite affrontant un dragon, et l'on reviendra sur cette représentation.
En fait, Victor entendait annoncer aux Marseillais, bien haut, la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain, et son message était celui de cette religion nouvelle, férocement persécutée, le christianisme. Il en dit tellement, et avec tant de fougue, que les autorités finissent par jeter l'officier beau-parleur en prison. L'empereur Maximilien, de passage à Marseille, ne fit guère preuve de mansuétude envers lui. Il lui fit couper un pied, puis le fera broyer sous une meule de moulin, et finira par lui faire trancher la tête. Le nom de Victor traversera les siècles, et au début du IVe siècle, saint Cassien fondera un monastère en l'honneur et sous le nom de saint Victor, sur l'emplacement même de son martyre, en face de la cité, de l'autre côté du port. Dès le VIe siècle, des textes l'ont donné comme évêque de Marseille, et pendant au moins 1000 ans, le tombeau du martyr fut un lieu fréquenté par les malades venant l'implorer pour leur guérison, et saint Victor est aujourd'hui, faut-il le rappeler, patron de la ville de Marseille. En ce qui concerne l'origine du nom Victor, il ne pose aucun problème. Il s'agit d'un nom de personne latin signifiant vainqueur, et que les chrétiens ont aimé donner à leurs enfants à cause de la valeur mystique qu'ils pouvaient prendre. Ce vainqueur, ce victorieux, qui triomphe de la haine et du mal, nous ramène à notre sujet. Et là, à l'histoire, se mêle la légende, comme très souvent à Marseille, depuis sa fondation au VIe siècle avant Jésus-Christ. Couronnant la porte d'entrée de la tour d'Isarne, de l'abbaye de Saint-Victor, on peut remarquer l'image de Saint-Victor curieusement assimilée par le sculpteur au grand saint Soroctone, comme Saint Georges, mais aussi les saints provençaux Saint Véran et Sainte Marthe. Victor, à cheval, brandissant une épée, combat un dragon qui semble être plutôt un gros lézard, ou, si on l'examine de plus près, une énorme salamandre. Selon le professeur Moussion, cet animal mythique vivait dans une épaisse forêt qui descendait de la colline de Notre-Dame de la Garde vers le quartier Breteuil, que l'on nommait au XIIe siècle Silva Sacra, la forêt sacrée. Le mythe du dragon attaquant les voyageurs remonte à l'origine de l'humanité, au temps où les hommes de la préhistoire, cherchant des abris, rencontraient dans les ténèbres des cavernes, des occupants terrifiants, carnassiers, rapaces, serpents. La mythologie renforça cette image, et pour la chrétienté, le dragon est l'incarnation de Satan, combattu par Saint Michel Archange. Marthe, qui est incontestablement la sainte provençale la plus populaire, par un curieux amalgame, s'est substituée à une jeune chrétienne, appelée également Marthe, et qui fut suppliciée en Perse en 347. À Tarascon, en Provence, la légende voulait que cette jeune chrétienne ait délivré son pays d'un horrible dragon. On attribua donc le même prodige au personnage mixte appelé Marthe, et le dragon provençal qu'elle tua devint la Tarasque. Si l'on continue à laisser vaquer notre imagination, rien ne nous défend de penser que la fameuse Tarasque, d'après les descriptions qui nous sont données dans la légende, pouvait être un paisible ankylosaure qui n'avait d'effrayant que son apparence. Je voudrais m'arrêter un instant également sur un autre monstre de nos belles légendes, celui que l'évêque Véran de Cavaillon réussit à apaiser dans le Luberon. Il lui ordonna de quitter la région et de ne plus faire de mal aux habitants qu'il attaquait et dévorait chaque fois qu'il sortait de sa tanière dans une caverne des rochers du Vaucluse.
Le chanoine François Mathieu, en 1665, le décrit ainsi. Il était tout couvert d'écailles. Son dos bigarré d'une multitude de couleurs jetait une lueur effroyable. Ses yeux rouges et étincelants ressemblaient à deux soupiraux d'une fournaise ardente. Et quand il ouvrait sa gueule pour hurler, on en voyait sortir une haleine fumeuse qui faisait juger de loin qu'il vomissait des flammes. Aujourd'hui, le village terrorisé par le monstre et qui prit le nom de Saint-Véran est situé en plein cœur du parc national du Queyras. Et il est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est aussi le plus haut d'Europe puisqu'il culmine à 2040 mètres. Pour en revenir à la fameuse salamandre de Saint-Victor, il est intéressant de noter que les salamandres, si l'on en croit une étude scientifique récente, étaient à cette époque, comme les crocodiles, de taille beaucoup plus importante qu'aujourd'hui et proche peut-être de celle des varans que l'on rencontre actuellement en Afrique, en Asie ou encore en Australie, et qui dépassent parfois les 3 mètres de long. Les plus gros étant ceux que l'on trouve dans l'île indonésienne de Komodo, et que l'on appelle d'ailleurs dragon de Komodo. On comprend qu'elles pouvaient inspirer une grande crainte à la population et paraître être des créatures de l'enfer, même si elles étaient inoffensives. On ne peut contester que la superstition populaire, durant tout le Moyen-Âge, s'empara volontiers de tout ce qui saisissait les yeux et l'esprit. Il y avait donc des serpents et des monstres partout. Et les œuvres de l'art chrétien qui ornent nos cathédrales étaient comme la représentation figurée de cette légende, traduite en tableaux, en vitraux, statues, bas-reliefs, images naïves et terribles, gargouilles ricanantes. Pourtant, on comprend que tout puisse prendre une signification diabolique dans l'esprit des gens exposés aux ravages des maladies connues sous le nom de mal des ardents, ou feu sacré, dont la plus affreuse de toutes, la lèpre. Mais aussi, en plus de tous ces fléaux, victimes du brigandage. Aucune police n'existant alors, et surtout sans défense face aux hordes de barbares qui pendant plusieurs siècles inondèrent l'Europe. Même si l'on rejette catégoriquement l'hypothèse de l'existence de dinosaures rescapés de l'ère secondaire, et qu'il est difficile de faire la part du vrai et du faux, on peut penser toutefois, en se référant à l'étude précédemment citée, que certaines espèces de sauriens étaient beaucoup plus gros et par conséquent plus effrayants. Le pas entre eux et le dragon, tout droit sorti de l'Apocalypse, pouvait être alors facile à franchir pour la population tiraillée entre sa foi chrétienne et la superstition. Par ailleurs, il est naturel de s'interroger, me semble-t-il, sur le fait que la représentation et la description souvent extrêmement précise du dragon du Moyen-Âge correspond souvent, dans les moindres détails, à celle du terrifiant Tyrannosaurus rex, dont le squelette n'a été reconstitué qu'au milieu du XXe siècle. Ce redoutable dinosaure théropode, c'est-à-dire carnivore, et possédant des membres antérieurs faibles mais pourvus de fortes griffes, et des membres postérieurs adaptés à la course bipède, dressé sur ses pattes, faisait 6 mètres de haut et ses mâchoires étaient armées de dents pouvant atteindre 20 centimètres. Sa langue, qui devait être très longue et couleur rouge sang, d'après certains paléontologues, aurait pu faire penser qu'il crachait du feu, comme le monstre de Saint-Véran. Alors, faut-il en conclure que les gens du Moyen-Âge avaient une imagination débordante et remarquable, ou bien
comme ce risque à l'affirmer certains, qu'il se serait contenté de décrire ou de représenter ce que certains d'entre eux auraient pu voir. La question reste posée. En 1866, Jules Verne, un jeune romancier nantais qui commençait à être connu à Paris, arriva à Marseille, qu'il visita et décrira dans Géographie libertine, Géographie de la France illustrée et de ses colonies, une série de fascicules commandés par son éditeur Hetzel. Au cours de ce séjour, il rencontra très certainement Philippe Materon, au moment même où celui-ci procédait à des fouilles autour de l'étang de Berre. Jules Verne fut, on l'imagine, passionné par la découverte de sa bête de la Nerte, et il commença à s'intéresser de près à ces étranges créatures qui avaient sans doute peuplé notre terre il y a des millions d'années, et que l'on va retrouver dans son fameux roman Voyage au centre de la Terre. Je me permets à présent d'ouvrir une petite parenthèse pour évoquer quelques minutes un romancier qui s'est passionné toute sa vie pour les dinosaures et que j'ai eu la chance de connaître. Non, il ne s'agit pas de Jules Verne, mais d'un inconditionnel de Jules Verne, auteur de science-fiction, mais aussi anthropologue et paléontologue, avec lequel j'entretenais une correspondance suivie à la fin des années 1970, avant de le rencontrer pour la première fois lors de son passage à Marseille en octobre 1980. Il avait ceci de singulier. Il avait trouvé le moyen de combiner ces deux passions, la préhistoire et la science-fiction. J'étais moi-même alors passionné de science-fiction. Francis Carsac, de son vrai nom François Borde, avait publié en 1959 une étude bien documentée intitulée Science-fiction et préhistoire, et une préface à une réédition luxueuse de La guerre du feu de Rosny, qu'il considérait comme un maître. Dans le domaine de la science-fiction, il signa une monumentale tétralogie qui comprend les nouvelles suivantes: Tache de rouille, publiée en 1954, Histoire d'un extraterrestre naufragé parmi nos ancêtres, Quelle aubaine pour un anthropologue, en 1959, qui raconte la fin prématurée d'un néandertalien mutant qui aurait pu anéantir les hommes de Cro-Magnon, et Une fenêtre sur le passé, en 1961, fugace aventure d'un anthropologue qu'une faille temporelle met en contact avec des hommes des cavernes. C'était à la fois un savant et un poète, un homme charmant et modeste, plein d'humour et de joie de vivre, ayant toujours des histoires à raconter. Naturellement, son travail me fascinait, et particulièrement son œuvre de pionnier dans la reconstitution des techniques paléolithiques de taille de la pierre. Lors de ce séjour à Marseille, qui fut son dernier, il évoqua devant moi une nouvelle combinant science-fiction et préhistoire, qui serait en quelque sorte l'épilogue de sa tétralogie commencée en 1954. Il songeait à raconter une histoire qui se passerait à Marseille. Un peu comme dans Une fenêtre sur le passé, elle partirait de l'aventure d'un anthropologue qui, au cours d'un voyage dans le Midi, serait victime d'un accident de la route à Marseille, sur la Corniche, et se retrouverait projeté en ce même lieu au cours de l'ère secondaire, en contact direct avec des dinosaures. Quelques mois plus tard, je découvris dans la presse, avec consternation, que Francis Carsac venait de mourir brutalement d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait chez des amis à Tucson, en Arizona. Nul ne sait, hélas, si son projet sur une nouvelle se déroulant à l'emplacement de Marseille au temps des dinosaures
aura vu un début de réalisation, ou bien s'il ne sera resté, hélas, ce qui me semble le plus probable, qu'à l'état de projet dans l'esprit de ce grand chercheur et de ce romancier attachant. L'ère secondaire, qui se situe entre 250 et 65 millions d'années, est la période où dominent les dinosaures, mais ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que c'est aussi celle durant laquelle apparaissent et commencent à se diversifier les mammifères, pour lesquels, pour l'essentiel, les mammifères de petite taille. Les premiers d'entre eux avaient une dizaine de centimètres de longueur, pesaient 20 à 30 grammes et avaient l'allure de musaraignes. Mais il y avait aussi une autre forme de mammifère assez proche mais plus grand, se rattachant à l'ordre des périssodactyles. Le plus grand de ces périssodactyles fut appelé l'Hyracotherium, et il gambadait en Provence, ou plutôt il galopait, car il s'agissait de l'ancêtre du cheval. Et le plus étonnant, c'est que la lignée de cet Hyracotherium provençal se perpétue en Amérique du Nord. Alors me direz-vous, si cela est vrai, comment notre Hyracotherium, notre cheval provençal primitif, est-il passé d'un continent à un autre? Eh bien tout simplement à pied, ou plus exactement à pattes, car il faut savoir qu'au début du tertiaire, il y a 65 millions d'années, l'océan Atlantique n'était pas ouvert complètement au nord. Les animaux pouvaient donc passer directement d'Europe au Groenland, puis en Amérique. Le cheval est indissociable de l'Amérique depuis la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or, les cow-boys et les Indiens, popularisés au cinéma par les westerns et le grand John Wayne dans les années 50. Mais qui sait aujourd'hui que le Nouveau Monde nous doit à nous, Provençaux, et ce n'est pas une galéjade, la plus belle conquête de l'homme. L'Hyracotherium n'est certainement pas le seul d'ailleurs à avoir fait ce voyage. Les premiers primates connus ont suivi le même chemin, et notamment les artiodactyles, un groupe qui réunit cochons, hippopotames et tous les ruminants. Si actuellement c'est l'un des groupes de mammifères les plus importants, je pense surtout aux bovidés et à la famille des antilopes, au début de l'Oécène, 54 millions d'années, on ne connaît qu'un seul genre, le Diacodexis, l'antilope primitive, décrit d'abord en Amérique du Nord, mais là aussi, dont l'origine est provençale. Le Diacodexis gazini, ou Diacodexis provençal, est aujourd'hui bien connu des scientifiques, même si ce qui nous laissa de lui reste fragmentaire, puisqu'il s'agit surtout de ses dents. Il était bien plus petit que ses descendants actuels, mais déjà très adapté à la course. En résumé, on peut dire que ces premières espèces mammaliennes de Provence, Aléocène, contiennent à la fois les derniers représentants de groupes de mammifères primaires et les premiers ordres modernes des mammifères actuels. Le monde des dinosaures, dans lequel nous n'avons fait qu'une rapide incursion aujourd'hui, est fascinant et mystérieux. Plus de 600 espèces connues de ces créatures monstrueuses qui régnèrent en maître sur notre planète pendant 165 millions d'années, vécurent partout, dans les mers, les airs et sur Terre, de l'Antarctique à l'Alaska, de l'Australie à la Sibérie, en Asie, en Afrique, en Amérique et bien évidemment en Europe. Ceux retrouvés en France sont extrêmement nombreux et variés, et la Provence reste l'un des hauts lieux de leur implantation.
Aujourd'hui, la montagne de la Sainte-Victoire est presque aussi connue dans le monde par ses œufs de dinosaures que par l'étoile de Cézanne. Je me souviens encore que, lors de notre dernière conversation, Francis Carsac m'avait dit en souriant à peu près ceci. Voyez-vous, mon jeune ami, pour moi, l'histoire de la Provence n'a pas commencé il y a 2 millions d'années avec l'apparition de ses premiers habitants, mais il y a 200 millions d'années, avec celle des dinosaures théropodes qui peuplèrent ces lieux, et les premiers nous laissèrent leurs si précieuses empreintes. Ah, une boutade sans doute dans sa bouche, mais en y réfléchissant bien, n'avait-il pas raison? Je vous remercie.